Dans la section qui suit, on considère toujours notre système comme étant isolé dans lequel on n'a que des forces conservatives. Donc, je vais faire une petite démonstration mathématique parce que si on part du principe que l'énergie mécanique est conservée dans un système isolé, on peut en déduire une façon de trouver les forces qui agissent sur ce système-là. Donc, on sait qu'un système isolé qui contient que des forces conservatives implique nécessairement que l'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique, c'est la somme d'énergie cinétique plus énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. Puis l'énergie potentielle, je vais prendre un cas général. Je veux dire que l'énergie potentielle, on a vu que ça dépendait de la position de l'objet. Donc, supposons qu'ici, l'énergie potentielle, on se déplace sur l'axe des x, puis je pourrais avoir une fonction qui dépend de x. Donc, par exemple, si c'était le ressort, j'aurais 1 demi kx carré. Si l'énergie mécanique est constante, on peut dire que la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de k plus u, doit être égale à 0. Hein? Ce qui est constant, la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Donc, si je développe la dérivée d'une somme, ben c'est la somme des dérivées. Alors, je dois dériver l'énergie cinétique par rapport au temps et je dois dériver l'énergie potentielle par rapport au temps. Donc, si je m'intéresse au terme dk dt, c'est la dérivée par rapport au temps de 1 demi mv carré. Donc là-dedans, qu'est-ce qui dépend du temps? C'est seulement la vitesse. Donc le 1 demi m, je peux le mettre de côté. Et c'est la vitesse qui dépend du temps. Donc en calcul différentiel, vous avez probablement appris que la dérivée d'une fonction au carré, c'est 2 fois la fonction, fois la dérivée par rapport au temps de cette fonction-là. Et il se trouve que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Si on veut dériver l'énergie potentielle qui dépend de x en fonction du temps, on sait que la position dépend du temps, donc x dépend du temps. Donc ici, en calcul différentiel, vous avez probablement appris les dérivations en chaîne. Donc si je veux dériver une fonction qui dépend de x par rapport au temps, ce que je dois faire, c'est faire une dérivation en chaîne comme ça. Je dérive u par rapport à x fois la dérivée de x par rapport au temps. Et ce terme-là correspond à la vitesse en fonction du temps. Donc, on peut maintenant substituer notre dk dt par mv de t, a de t, plus, on peut remplacer notre du dt par v de t, fois du de x dx. Tout ça, ça vaut 0. Ce qui nous permet de faire une petite simplification. Nos vitesses, si on divise par la vitesse partout, on retrouve une merveilleuse équation. On se rappelle que la masse fois l'accélération, ça correspond à la force qui, ici, est en direction de l'axe des x, parce que tout mon problème se déroule sur l'axe des x. Je retrouve donc à la fin, donc si je remplace par fx, alors je découvre que la force peut se calculer si on connaît le terme d'énergie potentielle. Donc le lien entre la force et l'énergie potentielle, il est là. Donc il suffit de prendre l'énergie potentielle puis la dériver par rapport à la position. Donc évidemment, tout ça, c'est une démonstration. Ce qui est important dans ce cas-ci, je vous le dis, c'est cette équation-là. Mais bon, pour ceux qui se demandent d'où ça vient, bien, si on prend le terme énergie mécanique qui est constant, ça implique forcément cette relation-là entre la force et l'énergie potentielle. Donc, si on prend le cas spécifique d'un ressort, l'énergie potentielle élastique vaut 1 demi kx carré. On peut s'attendre à retrouver la force de rappel si on applique la dérivée. Donc, si je prends la formule d'en haut, donc je peux mettre mon moins 1 demi k en évidence, puis il me reste la dérivée x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et on retrouve bel et bien l'équation de la force de rappel pour un ressort. Donc, si je prends un système masse-ressort, qui est à sa position naturelle, ça veut dire que le ressort n'est ni étiré ni comprimé, bien, c'est sûr que si je me déplace vers la droite ou vers la gauche, l'équation U
de x, donc l'énergie potentielle du ressort, je vais avoir évidemment à la position x égale à 0, je vais avoir une énergie potentielle nulle. Mais si je me déplace à droite ou à gauche, étant donné que x est au carré, peu importe si x est positif ou négatif, mon équation, en fait ma courbe d'énergie potentielle, va correspondre directement à une équation du deuxième degré, donc une parabole, donc à 1 demi kx carré. Donc, comme toute fonction, si on fait une analyse de fonction et qu'on veut trouver les extrémums, minimum ou maximum, donc ce que vous feriez en calcul différentiel, c'est déterminer les endroits où la dérivée est nulle. Donc, si on prend par exemple la dérivée par rapport à la position de l'énergie potentielle, mais on retrouve normalement la pente. La pente va correspondre à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la position, mais à la position voulue. Donc ici, ce serait x1 par exemple. Si on veut trouver un minimum ou un maximum, tout ce qu'on a à faire, c'est dériver l'équation et la mettre égale à 0. De cette façon-là, on va trouver un extrémum. Mais là, si je veux faire un lien avec ce qu'on a vu en dynamique, étant donné qu'un extrémum, que ce soit un minimum ou un maximum, donc quand la dérivée d'énergie potentielle vaut 0, ça correspond nécessairement à un endroit où la somme des forces est nulle. Ben, on est dans une position d'équilibre. Donc, si la masse se retrouvait à droite, à la position x1, ben, on sait que la force de rappel serait orientée vers les x négatifs. Donc, j'aurais une force de rappel négative, même si ma pente est positive. Okay, donc, j'ai une pente positive ici, mais ma force est négative. C'est dû au moins dans l'équation entre la force et l'énergie potentielle. Si la masse se retrouve à gauche, à la position, disons, x2, donc une autre position, on sait que la force de rappel est positive, même si la pente est négative. Okay? Donc tout ça à cause du moins. Donc si ma pente est négative, la force sera positive, et si la pente est positive, la force sera négative. Le cas de la montagne russe, c'est intéressant dans l'étude des courbes d'énergie potentielle. Donc, on sait que pour la gravité, l'énergie potentielle gravitationnelle égale à mgy. Donc, en gros, l'allure de la montagne russe est exactement la même que celle de l'allure de la courbe d'énergie potentielle. Donc, je peux déplacer la position initiale de mon bolide. Si je détermine une position initiale, donc disons ici comme ça, mais la hauteur correspondrait à la hauteur initiale, donc j'aurais au départ une énergie potentielle qui serait égale à mgh, ou en fait, on va dire U ici. Et ça correspond aussi à l'énergie mécanique totale parce qu'au départ, la vitesse est nulle, donc je n'ai pas d'énergie cinétique. Donc cette ligne orange-là me donne le niveau d'énergie de mon système. Ce qui veut dire qu'en aucun cas, je devrais dépasser ce niveau-là. Okay? Donc si je démarre l'animation, ce qu'on va voir, c'est que le bolide va se déplacer. Puis, on aura une conversion d'énergie potentielle à cinétique et de cinétique à potentielle. Mais le total, la somme de ces énergies-là, va toujours être égale à l'énergie mécanique. Donc, il faut le voir vraiment comme l'addition des deux bandes. Donc, l'épaisseur des bandes correspond à la grandeur de l'énergie. Donc, l'énergie cinétique, on voit qu'elle est nulle. Elle va être maximum. Et elle redevient nulle ici. L'énergie potentielle, finalement, elle fait juste compenser. Donc, l'énergie mécanique est toujours la même, elle est constante. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est je peux changer un petit peu la disposition de la montagne russe. Et je vais faire une courbe de potentiel, donc une forme de montagne russe qui correspond à un potentiel du style, on appelle ça un potentiel de Higgs, donc avec deux minimums et un maximum au centre. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est les points d'équilibre. Donc par exemple, si je place la masse exactement, ça va être difficile à faire, je ne suis pas sûr que je suis capable de faire exactement, mais si je me place le plus exactement possible, donc si je démarre l'animation, on voit que je ne suis pas tout à fait au centre. Donc j'étais un petit peu plus à gauche, donc la masse, évidemment, tombe du côté gauche. Et là, elle va se mettre à osciller, puis elle ne devrait pas être capable de revenir plus haut que sa position initiale, donc elle ne pourra pas jamais
se retrouver du côté droit du potentiel ici. Donc, je vais avoir une oscillation comme ça. Donc, on parle ici d'un équilibre instable. Donc, si la particule se retrouve exactement au sommet, c'est un point d'équilibre. Donc, la somme des forces vaut 0. Mais ce point d'équilibre-là est instable parce que si je me déplace un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, c'est certain que le mouvement va débuter. Donc, j'ai un autre point d'équilibre ici, que ce soit donc dans un puits de potentiel ici, donc dans un minimum. Si la particule se trouve exactement dans le minimum, en fait, je peux toujours me placer un petit peu à droite ou à gauche, là. Contrairement à un point d'équilibre instable, si ma particule ou si mon bolide se trouve un petit peu à gauche, j'ai une force qui va le ramener à droite. Puis si on va un petit peu à droite, j'ai une force qui le ramène à gauche. Donc, le mouvement sera un mouvement d'oscillation autour du point d'équilibre, qui est le point d'équilibre stable. Donc, si je me place dans le minimum, si je me place au point où j'ai un équilibre stable, dès que je démarre l'animation, la masse oscille très peu, là, mais elle oscille toujours autour du point d'équilibre stable. Alors, mes 3 points d'équilibre. J'ai l'équilibre instable qui est au maximum et l'équilibre stable qui est au minimum. Et on a aussi la particularité que si le bolide se trouve à ces endroits-là, la somme des forces est égale à 0, ou encore la pente de mon graphique, donc mon du dx, égale à 0. Donc ma pente est toujours nulle.